Donc, continuons sur la toute dernière partie de ce chapitre sur la nutrition minérale des plantes. Donc, le cas particulier de l'absorption et du métabolisme de l'azote, et on s'est arrêté la dernière fois à cette diapositive, en fait, pour montrer l'importance de cette symbiose entre les légumineuses et un genre de bactérie qui vit dans le sol, le rhizobium. Comme je disais, le rhizobium vit librement dans le sol. Il est incapable d'absorber ou de fixer l'azote atmosphérique, mais lorsqu'il entre en symbiose avec les légumineuses, c'est là qu'il devient capable de fixer l'azote atmosphérique. Donc, cette symbiose très importante, on va détailler à l'instant, jouerait un rôle très important dans la fertilisation des sols. Donc, souvent, les légumineuses joueraient le rôle d'engrais verts dans les champs de culture. Les légumineuses, vous les savez, vous les connaissez bien sûr, on les consomme presque au quotidien ici au Maroc, comme l'haricot, comme la lentille, le soja, la fève, bien sûr, le pois chiche, la luzerne qu'on donne surtout au bétail, etc. Donc, ce sont tous des plantes dont le fruit est sous forme de gousse, à l'intérieur duquel se trouvent donc les graines qui sont toujours très riches en protéines parce qu'ils sont capables, justement, la plante est très riche en azote. Donc, qui dit azote dit une grande proportion en protéines. Et donc, on va voir cette symbiose entre ces deux partenaires, à savoir les légumineuses et le genre rhizobium, pardon. Donc ici, vous voyez, c'est une pratique agricole très courante. Les agriculteurs ont tendance à intercaler donc une rangée de céréales, ici le maïs, avec une rangée de légumineuses, ici la fève. Et donc, ça permet justement aux céréales qui sont vraiment très gourmands en azote d'être bien alimentés en azote grâce à la présence de ces légumineuses qui vont fixer l'azote atmosphérique grâce au rhizobium qui se développe au niveau des nodosités. C'est ce qu'on va voir par la suite. Une autre pratique, c'est en fait les rotations de culture. C'est-à-dire une année, l'agriculteur va cultiver des légumineuses. L'année d'après, ce sont les céréales pour en fait permettre au sol de se restituer en minéraux, notamment l'azote qui va donc être apporté grâce aux racines de ces légumineuses. En plus, après la récolte des légumineuses, toutes les parties de la plante qui vont rester dans le sol vont permettre d'enrichir le sol en azote, comme je disais tout à l'heure, et donc ils sont comme des engrais verts dans l'agriculture sur les champs, tout simplement. Donc, plusieurs associations symbiotiques fixatrices d'azote sont connues. La plus courante est l'association entre le rhizobium et les légumineuses. La plante est appelée l'hôte et le bactérien est le symbionte. Cette association symbiotique se traduit par la formation sur la racine de ce qu'on appelle les nodosités ou les nodules qui vont abriter les rhizobiums. Et il y a en fait une spécificité de l'hôte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une espèce de bactérie ou un genre de bactérie va contracter une légumineuse bien spécifique, c'est-à-dire par exemple la bactérie, un rhizobium qui va infecter le soja, ici la glycine, ne peut pas infecter par exemple le trèfle ou le pois ou la fève. Et vice-versa, c'est-à-dire biova vicia, c'est-à-dire qui va donc permettre de la symbiose avec la lentille, le pois ou la fève, ne peut pas le faire avec le soja ou la luzerne, etc. C'est ce qu'on appelle la spécificité de l'hôte. Il y a une spécificité dans la symbiose rhizobium et légumineuse et donc sur ces tableaux sont énumérés
certaines associations les plus importantes entre le rhizobium et certaines légumineuses. Sur cette photo, vous voyez donc ces nodosités, ce sont des excroissances au niveau de la racine qui vont abriter le rhizobium qui va se transformer en bactéroïde, rappelez-vous de ce qu'on avait dit la dernière fois, qui devient comme des machines de fixation de l'azote atmosphérique. En contrepartie, la plante hôte va fournir au rhizobium le carbone nécessaire pour leur croissance et leur multiplication. Donc, les deux partenaires dans cette symbiose vont tirer profit l'un de l'autre. Ici, donc, le bactéroïde, abritant les bactéries transformées pour la fixation de l'azote. Et puis ici, donc, c'est le nodule, donc c'est l'excroissance qu'on va détailler par la suite. Donc, vous voyez ici, c'est chez les racines de soja, qui est donc une légumineuse qui peut fixer donc l'azote grâce à cette symbiose avec les rhizobiums. Vous voyez, ces points blancs sont donc les nodules racinaires qui hébergent le rhizobium. En fait, la formation du nodule nécessite plusieurs étapes. La première étape, en fait, c'est que les racines vont synthétiser ce qu'on appelle les flavonoïdes. Ce sont des métabolites secondaires qui vont attirer les rhizobiums qui sont spécifiques à la légumineuse en question, ce qui va engendrer cette courbure du poil absorbant. Après, donc, les rhizobiums vont digérer la paroi et la membrane plasmique pour entrer à l'intérieur de la cellule et constituer ce qu'on appelle le cordon d'infection. Ce cordon d'infection va progresser vers les cellules corticales, c'est-à-dire les cellules du cortex de la racine. Et en même temps, il y aura une zone qui va commencer des divisions cellulaires intenses. C'est en fait le lieu où va se constituer, où va se former le nodule. Et après, donc l'étape qu'on ne voit pas ici, la dernière, c'est le déversement complet du cordon d'infection dans des cellules en division, ce qui va engendrer donc cette excroissance qui va former le nodule et qui va abriter l'ensemble des rhizobiums qui vont infecter donc la racine. Donc vous voyez, on coupe après donc cette coupe transversale qui va montrer justement ces étapes qu'on vient d'évoquer à l'instant, donc l'infection, ce dialogue chimique entre les deux partenaires, à savoir donc la plante hôte et les rhizobiums, qui va donc la racine va émettre un signal chimique, comme je disais, ce sont les flavonoïdes, qui vont attirer les rhizobiums et les bactéries, à leur tour, vont émettre des signaux qui vont stimuler l'élongation du poil absorbant et la formation du cordon d'infection par une invagination de la membrane plasmique. Donc la deuxième étape, ce cordon d'infection qui va progresser vers les cellules corticales et vous voyez donc les parties oranges, ça veut dire que ce sont des cellules en division massive et qui vont abriter à la fin les rhizobiums, ce qui va constituer donc le nodule. Vous voyez le nodule qui va donc être en relation directe avec les vaisseaux du xylème et du phloème. En fait, les vaisseaux du xylème vont apporter donc l'azote ou donc en l'occurrence l'ammonium vers les autres parties de la plante via donc la sève brute, et la sève élaborée va apporter directement vers le nodule donc les substrats carbonés issus de la photosynthèse que la plante va fournir au rhizobium pour
continuer leur croissance et leur développement. Donc c'est une symbiose parfaite entre l'hôte et le symbionte. Donc les quatre stades principaux, la multiplication des rhizobiums, première étape, et la colonisation de la rhizosphère, la fixation aux cellules épidermiques et au poil absorbant. Deuxièmement, c'est la courbure du poil absorbant et l'invasion par le cordon d'infection qu'on a vu donc, sur le schéma. Après, c'est l'initiation de la formation du nodule qui est concomitante avec la première étape. Donc, dès qu'il y a donc, cette attraction chimique entre les racines et le rhizobium, il y a initiation de la division cellulaire qui va donc engendrer la formation du nodule qui va abriter les rhizobiums. Dernière étape, c'est le déversement complet des bactéries, c'est-à-dire les rhizobiums, dans le nodule, qui vont être différenciés sous forme de bactéroïdes pour la fixation de l'azote. Comme je disais, il devient comme des machines de fixateurs d'azote qui vont fournir l'azote à la plante hôte. Ici, on va faire une comparaison entre une non-légumineuse et une légumineuse. Donc à gauche ici, c'est au niveau de la cellule racinaire, ici la cellule foliaire, ici c'est la tige. Donc cette représentation très simple pour comprendre ce qui se passe pour une non-légumineuse. Donc comme on l'avait dit, soit l'azote il sera absorbé sous forme de nitrate ou d'ammonium. Le nitrate est très toxique, donc la plante, elle va le mettre dans, dans sa vacuole, parce que, comme je le dis toujours aux étudiants, la vacuole, c'est comme une poubelle. Tous les déchets, tout ce qui peut être toxique pour les enzymes à l'intérieur du cytoplasme, elle va le mettre à part dans la vacuole. Soit ce nitrate va passer dans le plastide, qui est donc l'équivalent du chloroplaste, le plaste je veux dire, qui est l'équivalent du chloroplaste dans la cellule foliaire, et donc il va être transformé par des enzymes qu'on va donc détailler juste après, en nitrite et en ammonium. L'ammonium qui va entrer par la suite dans la synthèse des acides aminés et qui eux-mêmes entrent dans la synthèse des protéines. Soit donc le nitrate va être véhiculé vers la partie aérienne, notamment au niveau de la feuille, et pareil, soit il va être stocké au niveau de la vacuole, soit il va être donc réduit dans le chloroplaste pour donner aussi pareil les acides aminés. Pour la plante qui est une légumineuse, c'est-à-dire qui est capable de faire la symbiose avec les rhizobiums. Donc ici, c'est le bactéroïde qui va fixer directement l'azote atmosphérique pour le convertir en ammonium. Et cet ammonium va donc permettre la synthèse du premier acide aminé synthétisé, c'est la glutamine, qu'on va voir par la suite. Et donc, ce glutamine, soit il va être utilisé au niveau des racines, soit il va être transporté vers la partie aérienne, notamment dans les amides et les uréides, où il va entrer dans la constitution des acides aminés. Alors, l'assimilation du nitrate au niveau de la cellule végétale, donc pour une plante non légumineuse, elle va absorber donc, les nitrates. Les nitrates, comme on vient de dire, vont être stockés soit dans la vacuole, soit être réduits par quatre enzymes bien spécifiques. Une au niveau du cytoplasme, c'est la nitrate réductase, et les trois autres au niveau du plastique, ou dans le plaste, ou dans le chloroplaste, qui va donc donner l'ammonium, puis donc la glutamine, c'est ce qu'on va voir dans le cycle qui va suivre. Donc cette voie d'assimilation de nitrate chez les plantes supérieures
euh, fait intervenir 4 enzymes très importants. La première, c'est la nitrate réductase qui se trouve toujours dans le cytoplasme, la nitrite réductase, la glutamine synthétase et la glutamate synthase, appelée aussi GOGAT. Donc, comme je viens de dire, la nitrate réductase est toujours localisée dans le cytoplasme. Par contre, les trois autres se trouvent dans le chloroplaste où ils vont utiliser l'ATP et le pouvoir réducteur issu de ces réactions photosynthétiques pour la fixation de l'azote. Donc, les réactions en détail. La première réaction donc, de la nitrate réductase donc, va donner la nitrite, le nitrate réduit en nitrite, et le pouvoir réducteur, c'est le NADPH. Et dans le chloroplaste, le nitrite va donner l'ammonium. Donc, le donneur d'électrons, c'est la ferredoxine. Troisième étape, c'est la glutamine synthétase qui va donc permettre l'incorporation du carbone 5 du glutamate et de l'ammonium pour former donc la fonction amide de la glutamine. Donc, NH4 plus ammonium plus le glutamate plus ATP va donner la glutamine plus ADP plus le phosphate inorganique. Et la dernière, par la glutamate synthase ou GOGAT, donc appellation glutamine oxoglutarate amidotransférase, qui va permettre justement le transfert de l'azote de la fonction amide de la glutamine sur la fonction cétonique de l'alpha-cétoglutarate qui est d'origine photosynthétique. Donc pour former 2 molécules de glutamate. Donc ce cycle de l'assimilation de l'ammonium, donc c'est ce qu'on appelle le cycle de glutamate synthase. Donc vous voyez ici 2 molécules de glutamine sont formées par l'addition de l'ammonium sur 2 molécules de glutamate. Donc la réaction est catalysée par la glutamine synthétase. Une molécule de glutamine va être disponible pour l'exportation vers la partie haute et l'autre, glutamine, va subir une réaction de transamination avec l'alpha-cétoglutarate, générant ainsi 2 molécules de glutamate. Cette dernière est catalysée par la glutamate synthase ou GOGAT. Donc vous voyez, entre la glutamine et la glutamate, c'est cette fonction amide qui va être donc fixée au niveau du carbone 5 de glutamate pour générer une glutamine. Donc, je vais arrêter là. Surtout, n'hésitez pas à poster vos questions. S'il y a des parties qui restent ambiguës pour vous et qui nécessitent encore plus d'explications, il faut me les faire savoir. Et je répondrai avec enthousiasme. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.